Bonjour mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre sur RTI 1. Tout de suite, les titres de ce 13h. Présent depuis hier à Yamoussoukro pour les journées d'hommage au président Félix Houphouët-Boigny, le président Alassane Ouattara a échangé ce matin avec la chefferie Baoulé. Au menu de cette rencontre, la situation sociopolitique et économique du pays, les échéances électorales de 2020 et la cohésion sociale, la paix et la stabilité. La première dame Dominique Ouattara, elle, était hier à Bouaké, dans le Bouaké, dans le cadre de l'inauguration d'un centre de réinsertion de mineurs créé par la Fondation Children of Africa et dont la principale mission est d'accueillir les enfants en conflit avec la loi pour resocialisation. On en parle dans 3 minutes exactement. Dans cette édition, nous prendrons également la direction de Madrid, en Espagne, où se trouve en ce moment le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Joseph Seca. Dans le cadre de la COP25, le ministre a pris des initiatives pour tenter de réduire les gaz à effet de serre. Avant de développer ces titres, sachez donc que le président Alassane Ouattara est depuis hier à Yamoussoukro pour prendre part à la cérémonie d'hommage au président Félix Houphouët-Boigny, disparu il y a 26 ans. Ce vendredi matin s'est tenue une rencontre entre la chefferie Baoulé et le président Alassane Ouattara, ainsi que vous le voyez en image. C'était donc à la résidence présidentielle de Yamoussoukro, au centre des échanges, la situation sociopolitique et économique du pays, les échanges électoraux de 2020, la cohésion sociale, la paix et la stabilité. Le chef de l'État, par ailleurs président du RHDP, en a profité pour vanter les idéaux de l'oufouettisme défendus par son parti. Vous entendrez très certainement le chef de l'État au cours de ce journal. Dominique Ouattara, elle, était hier à Bouaké, dans le Bouaké. La première dame de Côte d'Ivoire y a inauguré un centre de réinsertion de mineurs créé par la Fondation Children of Africa. La principale mission de ce centre est d'accueillir les enfants en conflit avec la loi pour resocialisation. Le reportage de Viviane Haïm. Bouaké a encore démontré son grand attachement à la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, présidente fondatrice de Children of Africa, venue ce jeudi 5 décembre inaugurer le centre de réinsertion des mineurs de Bouaké, réalisé par sa fondation. Entourée de l'épouse du Premier ministre et de celle du président du Sénat, la première dame de Côte d'Ivoire a coupé le ruban symbolique barrant l'entrée du centre et a dévoilé la plaque inaugurale. L'arrivée de la première dame dans la vaste cour, prise d'assaut depuis plusieurs heures dans la matinée par une foule de personnes venues célébrer cet événement, a été saluée par un tonnerre d'applaudissements. Il n'y avait pas que les populations de Bouaké. De nombreux officiels sont venus d'Abidjan pour témoigner leur soutien aux actions humanitaires de la Fondation Children of Africa. Épouses de ministres, membres du gouvernement, membres du corps diplomatique, leurs épouses, hauts responsables de structures nationales et internationales, il y avait du beau monde à cette cérémonie. Ce centre de réinsertion des mineurs de Bouaké est le 3e centre d'accueil réalisé par la Fondation Children of Africa, qui a déjà à son actif la case des enfants, le centre d'accueil de Soubré destiné aux enfants victimes de la traite et de l'exploitation et, nouveau en date, le centre de réinsertion des mineurs de Bouaké destiné aux enfants en conflit avec la loi. Le maire Djibo Nicolas a traduit le message de bienvenue des populations à la première dame. Le centre est l'œuvre de la plus illustre des mamans de notre République. J'ai nommé Madame la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Une femme radieuse qui sème partout où elle passe le sourire et l'espoir. Oui, Madame la Première Dame, femme au grand cœur, ce jour fera certainement partie des grands moments de communion totale entre vous et vos parents de la région de Bouaké. La chefferie Faafoué de Kwasi-Blekro, qui a offert 3 hectares de terrain pour la réalisation du centre, est venue exprimer sa satisfaction au vu de l'ouvrage qui a été construit. Le jeune Kwame Brice Olivier, âgé de 15 ans, a traduit la reconnaissance des jeunes pensionnaires à leur bienfaitrice. Certains d'entre nous n'ont jamais été à l'école. Ceux qui ont été à l'école n'y vont plus pour diverses raisons.
Mais aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir un espace à nous pour apprendre un métier grâce à toi, maman Dominique. Ce que nos yeux voient est tellement joli qu'on dirait que nous sommes dans un rêve. C'est un paradis pour nous. Ce centre de réinsertion des mineurs est confié à la tutelle du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Le ministre Sansan Kambilé a engagé son département à réussir cette mission. L'ouverture du centre de Bouaké permet à l'État de disposer d'un deuxième centre de réinsertion avec celui de Dabou, datant de 1967. Vous comprendrez, Madame la Première Dame, la grande joie qui est la mienne de recevoir de vos mains ce bel ouvrage bâti sur 3 hectares avec une capacité d'accueil de 80 pensionnaires. À vous, collaborateurs en charge de ce centre, et à tous ceux qui y interviendront, je demande d'en prendre soin. Je vous engage également à œuvrer au mieux au bien-être des mineurs qui y résideront en vue de faciliter leur réinsertion. La présidente fondatrice de Children of Africa a tenu à spécifier la mission de ce centre d'accueil réalisé par sa fondation. Le centre de réinsertion des mineurs de Bouaké a la mission particulière de recevoir les enfants en conflit avec la loi et de leur offrir un encadrement spécifique délivré par un personnel qualifié afin de les aider à se réinsérer dans la société. La réhabilitation de l'enfant pensionnaire s'effectue à plusieurs niveaux en vue de sa réinsertion réussie dans la société. Au niveau moral, grâce à une prise en charge par des psychologues et assistants sociaux. Au niveau sanitaire, en offrant à l'enfant des soins de santé pour son bon état de santé physique. Au niveau scolaire, avec la mise à niveau scolaire des enfants ayant connu un arrêt de scolarité. Au niveau professionnel, avec une initiation aux activités professionnelles telles que la menuiserie, la coiffure, la couture et l'artisanat. Et enfin, à travers la pratique de sport collectif dont nous connaissons tous les vertus socialisantes. Ce centre vient d'être confié au ministère de la Justice et des Droits de l'Homme qui en assurera la tutelle dans le cadre d'une convention qui a été signée avec la fondation Children of Africa. La chefferie Faafou est reconnaissante à la première dame de Côte d'Ivoire, présidente fondatrice de Children of Africa, l'a comblée de présents et a fait d'elle sa reine, la baptisant du nom de Nana Kamougué II. Et on va retourner à Bouaké dans ce centre de réinsertion pour mineurs avec Viviane Aïma, cette fois pour visiter les locaux. Visite guidée donc avec notre reporter. Le centre de réinsertion des mineurs de Bouaké, inauguré ce jeudi 5 décembre 2019 par la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, est situé au quartier Kennedy. C'est une construction entièrement financée par la fondation Children of Africa avec le soutien de ses nombreux partenaires en Côte d'Ivoire et à travers le monde. Ce centre est bâti sur un terrain de 3 hectares, offert gratuitement par la chefferie Faafoué de Kwasi Blekro. C'est le 4 octobre 2018 qu'a eu lieu la pose de la première pierre par la première dame Dominique Ouattara. Les travaux de construction ont duré 12 mois pour un coût total de 1,2 milliard de francs. Destiné à accueillir des mineurs en conflit avec la loi afin de corriger leur éducation et leur apprendre un métier, ce centre que la première dame s'est chargée de faire découvrir à ses hôtes a une capacité d'accueil de 80 pensionnaires. Il est doté d'un bâtiment administratif comprenant le bureau du directeur et une salle de réunion, 3 salles de classe comprenant chacune 20 tables et chaises, une salle de formation au métier de couture, de broderie, de coiffure, de menuiserie, un apatam pour la formation au métier de tisserand, très en cours dans la région du centre, 4 dortoirs avec lit, dont 2 dortoirs attribués aux garçons et 2 dortoirs attribués aux filles, un réfectoire de 80 places, un service médico-social comprenant les services d'un psychologue, une salle polyvalente destinée à la danse, au théâtre,
à des projections de films, une salle TV, une salle multimédia avec une connexion Internet, des logements pour les encadreurs, 2 grands apatames dans la cour et un terrain de sport. En venant inaugurer ce centre de réinsertion des mineurs, la première dame de Côte d'Ivoire est venue avec de nombreux dons pour ce centre, composé de vivres et de non-vivres pour une valeur de 15 millions de francs, plus un don en espèces de 12 millions de francs. Si ce centre est une œuvre de la Fondation Children of Africa, son fonctionnement est confié par la Fondation au ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. De Bouaké, on revient à Yamoussoukro, au Sénat précisément, où le projet de loi portant budget de l'État pour l'année 2020 est en examen depuis mercredi dernier. Les travaux s'achèveront ce vendredi même. Moussa Sanogo, le ministre chargé du budget et du portefeuille de l'État, y est l'émissaire du chef de l'État. Il est accompagné d'autres membres du gouvernement qui viennent présenter leur programme. Le budget global de l'État, je le rappelle, s'équilibre en dépenses et en recettes à 8 061 milliards de francs CFA. La France décide de renforcer sa coopération avec l'Afrique. Un sommet Afrique-France est donc prévu du 4 au 6 juin 2020. Il mettra en avant les projets innovants pour l'amélioration de la ville dans la durabilité. Un appel à projet est donc lancé pour promouvoir le renforcement entre le continent africain et la France. C'est ce que nous dit Gilles Huberson, l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire. C'était au micro de Sidonie Davila. Une rencontre inédite pour les projets et solutions des villes et territoires durables. C'est ainsi que se qualifie le 28e sommet Afrique-France. Un événement que prépare la France en juin 2020 pour donner un nouvel élan aux relations entre l'Afrique et la France. Il s'agira plus concrètement de permettre aux Africains de présenter leurs projets ou leurs innovations en matière de développement durable. C'est un sommet très particulier. C'est la première fois que nous avons un sommet dédié à la ville durable, à l'entreprise. Vous avez l'habitude des sommets Afrique-France, qui sont des sommets très politiques. Là, c'est une autre forme de politique, c'est la durabilité, la ville, l'aménagement des territoires, l'entreprise. À l'occasion de ce sommet, 1000 entrepreneurs africains seront invités. C'est une opportunité pour eux. Ils pourront rencontrer des investisseurs, des fonds, des partenaires. Et j'invite les entrepreneurs ivoiriens à candidater. Le sommet de Bordeaux est un rendez-vous politique, économique, sportif et culturel qui verra la présence d'une cinquantaine de chefs d'État, plus de 500 entreprises françaises et africaines et 25 000 participants sont attendus du 4 au 6 juin à Bordeaux. Et voilà qui nous amène à cette question. Comment les PME peuvent-elles bénéficier des différents avantages du nouveau Code des investissements adopté en 2018? La question était au centre d'une rencontre de sensibilisation. Réunion organisée mardi dernier à l'initiative du Centre de promotion des investissements de l'agence Côte d'Ivoire PME. Il s'agissait de renforcer les compétences managériales des entreprises. On en sait plus avec Lanciné Bakayoko. Les dispositions du nouveau Code des investissements mises en place pour accompagner les opérateurs privés restent peu connues des PME. Nous avons des besoins en financement, nous avons des besoins en ressources personnelles, en ressources humaines. Et nous avons besoin de savoir plus ou moins où nous orienter pour pouvoir nous étendre, pour étendre notre activité, pour ne pas être en marge de ce que la loi prévoit. Cette formation en direction des PME vise donc à combler ce faible niveau d'appropriation du Code qui recèle pourtant de nombreux avantages. Au niveau de la douane, vous avez besoin d'équiper votre entreprise. Les machines, le matériel que vous allez devoir importer, ce code vous permet, si vous avez l'agrément d'investissement, de pouvoir les importer duty free, c'est-à-dire hors taxe, hors douane. Au plan fiscal, lorsque vous avez implanté votre entreprise en Côte d'Ivoire, vous pouvez avoir 5 ans, 10 ans ou 15 ans d'exonération fiscale. L'agence Côte d'Ivoire PME encourage les fêtiers à feuilleter en profondeur le code qui intègre également plusieurs autres réformes relatives, notamment au contenu local, à la catégorisation des secteurs d'activité, aux zones d'investissement ainsi qu'aux montants investis.
L'objectif visé est de leur permettre véritablement de pouvoir profiter des avantages qui sont inscrits dans le code d'investissement et qui sont assez attractifs et qui sont des leviers sur lesquels elles peuvent s'appuyer pour pouvoir favoriser leur croissance individuelle. En Côte d'Ivoire, les petites et moyennes entreprises représentent 98% du tissu économique formel et 20% de la richesse nationale. On va maintenant descendre sur le terrain avec Nguessan Filataï, le secrétaire d'État chargé du logement social, qui est allé visiter hier les chantiers de Bingerville et de Yopougon. Les chantiers seront livrés dans un délai raisonnable, selon le secrétaire d'État, Cheikh Koné Aboubakar. Débuté en 2013, le programme de construction des logements sociaux pour des raisons financières et techniques a connu un retard dans son exécution. À travers cette visite terrain, le secrétaire d'État entend donner un coup d'accélérateur au projet. Il a rassuré les souscripteurs quant à la livraison d'une tranche de ces logements. Premier trimestre 2020, tous les bâtiments en cours de réalisation et toutes les cités qui ont été achevées et qui attendaient soit la connexion à la CIE ou l'adduction d'eau. Je crois que ces cités-là pourront être habitées, puisque j'ai pris contact avec mes collègues de l'énergie et de l'hydraulique et qui sont prêts à nous accompagner. La tournée a débuté sur les sites de Bingerville avant ceux de Yopougon. Pour Nguessan Lataï, les objectifs sont clairs, faire un état des lieux de l'avancement du projet et traduire par la même occasion aux opérateurs la volonté du gouvernement à les accompagner. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable, lui, est à Madrid, en Espagne, dans le cadre de la COP 25, la 25e conférence sur le climat. Sur place, Joseph Sekaseka, le chef de la délégation ivoirienne, a pris des initiatives pour tenter de réduire les gaz à effet de serre. L'alternative, ce sont les énergies renouvelables et bioénergie. Le reportage à Madrid de notre envoyé spécial, Grace Kando. La 25e conférence des parties COP25 à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques regroupe 197 pays, dont la Côte d'Ivoire. La délégation ivoirienne est conduite par le ministre de l'Environnement et du Développement durable, représentant le président de la République. Cette rencontre sur le climat est l'occasion pour chaque pays de faire le point sur les actions engagées pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. La Côte d'Ivoire aujourd'hui œuvre à l'utilisation des énergies renouvelables. Les énergies renouvelables, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est entrée dans l'utilisation des bioénergies. Plutôt que d'utiliser du charbon de bois, la Côte d'Ivoire est en train de promouvoir du charbon, du biocharbon issu de la valorisation de certains déchets tels que les déchets agricoles, notamment la coque de cacao qui permet de faire du charbon qui évite ainsi, avec ces charbons-là, les ménages n'ont plus recours aux arbres, au bois de chauffe, donc qui évite la destruction des forêts. Nous avons identifié les zones où il y a des problèmes d'érosion côtière. Ces zones-là seront ciblées et traitées. Avoir une culture agricole qui est basée sans la consommation énorme de forêt. Donc c'était l'intensification de l'agriculture par le canal du programme de la RED+. La Côte d'Ivoire attend de cette COP25 une meilleure prise en compte d'initiatives portant sur l'énergie, l'agriculture intelligente face au climat et la gestion intégrée des déchets et des zones côtières. On en vient maintenant à cet atelier de validation du document de politique nationale de l'eau, une rencontre initiée cette semaine par le ministère des Eaux et Forêts pour actualiser le document en vue d'une gestion intégrée de la ressource. Le témoignage d'Astou Touré. La politique nationale de l'eau au cœur des priorités du gouvernement. À travers le plan national de développement 2016-2020, il entend promouvoir une amélioration du bien-être social à travers l'accès à l'eau potable, l'assainissement et la production alimentaire. Atteindre cet objectif passe nécessairement par un plan de gestion des ressources en eau. Un projet qui fait l'objet d'une rencontre multisectorielle. Organisé par le ministère des Eaux et Forêts, l'atelier de validation du document de politique nationale de l'eau vise à faire des propositions concrètes en vue d'une gestion intégrée de cette ressource. Nous sommes régulièrement confrontés à la question de la gestion optimale de l'eau. Soit c'est de la sécheresse dans certaines zones,
notamment dans le nord où nous travaillons sur la mise en place d'une plantation de bananes dessertes et faire en sorte que dans ces zones aussi qu'il y ait des entrepreneurs ruraux. Nous sommes confrontés à des questions de sécheresse, mais très souvent aussi à des questions d'inondation. Dans cette tâche, le ministère bénéficie de l'appui des partenaires techniques et financiers. Le Fonds pour l'environnement mondial a un volet de financement des eaux internationales qui doivent impliquer non seulement 2 pays ou plus. Donc on est le bailleur de fonds du projet de Mano River dans lequel la Côte d'Ivoire est bénéficiaire. Des travaux encouragés et félicités par le ministère des Eaux et Forêts. Je suis donc particulièrement heureux de la tenue de ces travaux qui permettront d'adresser les questions liées à la satisfaction des besoins de tous les acteurs de l'eau dans un double contexte de changement climatique et de pollution des eaux causées par l'orpaillage et les engrais chimiques dans les principaux bassins de notre pays. Je note le bassin du Banamon, du Koumoué, du Sassandra du Cavali et des fleuves côtiers. Ces travaux qui réunissent 80 participants permettront entre autres de valider les différentes stratégies sectorielles contenues dans le document de politique nationale de l'eau de 1998. On va maintenant parler EVA Culture. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet Une plantation, Régisseur Plus, les professionnels du caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire, réunis au sein de l'APROMAC, ont offert de plusieurs motos à des techniciens de développement d'EVA. C'était lors du Sahara 2019. Les précisions de Jean-Luc Bangbo. Cette remise symbolique de motos est l'une des actions fortes du projet Plantation Régisseur Plus, PRP. Projet mis en œuvre récemment par l'Association des professionnels du caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire, APROMAC. Son objectif, augmenter la productivité des planteurs d'EVA par l'amélioration du suivi technique. Notre rôle, c'est de réguler, de faire en sorte que nos paysans qui produisent ce caoutchouc-là ne soient pas les perdants. Donc, on met en place tous les systèmes possibles, imaginables, pour soutenir d'abord les paysans. Il s'agit de faire en sorte que tous ceux qui vivent de l'EVA puissent vivre de leur travail. Ces motos sont destinées aux techniciens de développement EVA, appelés régisseurs. Ils leur permettront de mieux assurer leur mission d'encadrement auprès des producteurs. Une chose est de collecter, une autre est de commercialiser, mais le plus important, c'est le suivi et l'encadrement technique de nos producteurs. L'état des lieux, d'abord, ce sont les plantations existantes qui sont espacées les unes des autres. Il faut aller visiter ces plantations. Ensuite, nos routes ne sont pas du tout vraiment en bon état. Ces premières motos ont été offertes aux régisseurs du groupement de Sérébissou dans la région de Dimbokro. Un bilan sera fait après 1 an et les 18 zones et véhicules du pays devraient toutes recevoir à leur tour leurs engins. Vous vous en souvenez peut-être, en octobre 2018, Jean-Claude Kouassi installait le comité de développement local minier de la mine d'or de Sissingué dans le département de Tengrela. Plus d'1 an après, le ministre des Mines et de la Géologie est de retour dans la même localité, cette fois pour procéder à l'inauguration des infrastructures réalisées par ce comité dans le cadre du développement communautaire pour un coût global de 470 millions de francs CFA. Suivons la correspondance d'Ami Sissoko. Des centres de santé, logements pour infirmiers et enseignants, salles de classe, foyers des jeunes, entre autres. Au total, 12 infrastructures socio-économiques de base construites en 1 an au profit de 12 villages des départements de Tengrela et de Kouto. Des localités impactées par l'exploitation minière de Sissingué à 28 km de Tengrela. Le ministre des Mines et de la Géologie, Jean-Claude Kouassi, était à Sissingué pour inaugurer le centre de santé intégré, le logement de l'infirmier et se faire une idée des infrastructures. 470 millions de francs CFA de réalisation financés par la société minière Perseus Mining sous la supervision du comité de développement local minier. Le CDLM est chargé de mettre en œuvre et de suivre l'exécution des projets, assurer la gestion du fonds de développement local minier, assurer l'exécution et le suivi des dépenses. À chaque installation d'une entreprise d'exploitation minière industrielle dans une localité, un comité de développement local minier est mis en place. Le comité est pourvu de 0,5% du chiffre d'affaires annuel de l'entreprise minière selon le nouveau code minier de 2014, soit 470 millions de francs CFA pour Sissingué.
Vous voyez toutes ces réalisations-là qui s'amplifient d'année en année. L'orpaillage clandestin ne peut pas donner ça. Je souhaite que beaucoup d'autres comités de développement locaux miniers non seulement nous invitent à aller voir ce qu'ils réalisent, mais nous aident justement à améliorer et à accompagner le programme social du gouvernement. Les ressources du comité de développement local minier sont aussi utilisées pour promouvoir l'emploi à travers la formation qualifiante. 12 jeunes formés en SIDU, dont une fille, ont reçu leur diplôme et leur kit d'installation. Du nord, on prend la direction de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Une délégation du district de Grand Guédé de Libéria, conduite par le superintendant Nkaïgé Farlé, a séjourné récemment dans le département de Toulepleu pour des échanges avec les autorités administratives et sécuritaires sur les questions d'intérêt commun. L'objectif, c'est le renforcement de la coopération transfrontalière et de la cohésion sociale entre les peuples du Libéria et de la Côte d'Ivoire vivant le long de la frontière. Sécurité transfrontalière, libre circulation des biens et des personnes, conflits fonciers sont entre autres les questions d'intérêt commun qui ont été au centre des échanges entre les autorités préfectorales et sécuritaires du district du Grand Guédé du Libéria et celles du département de Toulepleu. La réunion s'est déroulée à la sous-préfecture de Tiobli. L'objectif de ces échanges étant le renforcement de la coopération transfrontalière et de la cohésion sociale entre les populations vivant le long de cette frontière. Chaque fois que nous nous rencontrons, nous faisons l'évaluation de la situation. La situation qui est préoccupante de leur côté, c'est l'intrusion dans les forêts libériennes, l'intrusion illégale d'un certain nombre de personnes. Et nous avons décidé de nous concerter pour que cela cesse. La première chose d'abord, c'est de mettre en place des comités de surveillance. Dans toutes les localités frontalières, les chefs de village sont maintenant investis d'un certain nombre de responsabilités. Et c'est vrai que ce n'est pas évident, ce n'est pas un mur, il n'y a pas de mur entre nous. Et donc, ce n'est pas facile de part et d'autre de contrôler. Mais ils ont mis des techniques en place. Je pense que pour le moment, ça fonctionne. Par rapport à cette situation d'intrusion dans nos forêts, je suis très heureux qu'on ait trouvé des solutions pour y remédier. La Côte d'Ivoire et le Libéria sont des pays frères. Nous ferons tout notre possible pour que la paix sociale soit préservée entre ces deux peuples. En plus de ces questions d'intérêt commun, le préfet du département de Toulepleu a entretenu ses concitoyens sur la couverture maladie universelle, le futur recensement général de la population et de l'habitat et les échéances électorales de 2020. Il a exhorté toutes les populations à maintenir la paix sociale. En marge de ces échanges, les différentes populations ont participé à une opération de don de sang. C'était un reportage de Ève Boué, notre correspondante dans la région ouest de la Côte d'Ivoire. Allons-y dans le sud de Comoé, à Grand-Bassam. On vient de s'achever l'Abissa 2019. Cette année, en marge des festivités, s'est tenu un panel dont le thème était « Stratégie de conservation du statut du patrimoine mondial de l'UNESCO, le cas du quartier France de Grand-Bassam ». C'était à l'initiative de Côte d'Ivoire Tourisme. Un retour sur ce panel avec Issaïo. En juin 2012, Grand-Bassam est érigé patrimoine mondial de l'UNESCO. Un statut qui nécessite un changement de comportement éco-citoyen et des travaux de réhabilitation des bâtiments coloniaux. En marge de l'Abissa, un panel sur le thème « Stratégie de conservation du statut du patrimoine mondial de l'UNESCO, le cas du quartier France de Grand-Bassam » a permis à des experts de faire l'état des lieux. Des mesures financières ont été prises pour activer c'est les travaux de conservation et de restauration. Mais bien entendu, il y a encore beaucoup à faire. L'UNESCO veille à la bonne tenue de la ville historique et est prête à jouer sa partition dans la réhabilitation et la conservation du patrimoine mondial. Des experts de l'UNESCO séjournent en ce moment à Grand-Bassam pour évaluer ce qu'il convient de faire. La mission d'urgence des experts de l'UNESCO, étudier toute la situation après les inondations. Et sur la base de ceci, nous souhaitons définir des mesures d'urgence à prendre. Grand-Bassam est une destination prisée par les touristes. Côte d'Ivoire Tourisme, initiatrice de la rencontre, demande le concours de tous pour faire de la première capitale du pays une ville de rêve.
Nous sommes heureux que chaque année, il y ait un point de panel pour réexpliquer, pour que Bassam s'approprie ces valeurs. Un message bien perçu par les jeunes qui souhaitent être plus impliqués dans les prises de décision. Le village du bâtiment se trouve au quartier France, le quartier France. Il n'y a pas de jeunes au quartier France. Donc nous sommes prêts à jouer notre partition. Ce panel a été rehaussé par la présence du roi d'Enzima Kotoko, Sa Majesté Amon Tanoé Désiré. Avant de nous quitter, je vous rappelle que le président Alassane Ouattara est depuis hier à Yamoussoukro pour prendre part à la cérémonie d'hommage au président Félix Houphouët-Boigny, disparu il y a 26 ans. Ce vendredi matin, s'est tenue une rencontre entre la chefferie Baoulé et le président Alassane Ouattara. Le compte-rendu complet de nos reporters ce soir dans le 20h avec Marie-Laure Ungoran. Et c'est ici que l'on s'arrête pour ce 13h. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain à la même heure, ici même, sur la chaîne Kérasal.